Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Du même auteur. Le Sud, capitale d'un avenir prometteur Édilivre, Paris, France 2009. Aragace, ces éternels incompris. Édilivre, Paris, France 2009. Pain, lait et patates, ce triplé gagnant. Édilivre, Paris, France 2009. Émigrés algériens, les chances d'un retour sans détour, Édilivre, Paris, France 2009. Miliana, le relief qui a fait son histoire défait son quotidien, Édilivre, Paris, France 2009. Mohamed Moulsoul, l'autre Yasmina Kadra, Édilivre, Paris, France 2010. Le football algérien, gloire et déboire, Édifri, Paris, France 2010. Albert l'étranger, Camus l'Algérien, Édifri, Paris, France 2011. Reflet, Édilivre, Paris, France 2011. Vrais échos et fausses résonances, Édilivre, Paris, France 2011. Recto verso, Édilivre, Paris, France 2011. Repère, Édilivre, Paris, France 2012. Le temps d'un rêve, Édilivre, Paris, France 2012. Les trésors de l'enfer, Édilivre, Paris, France 2013. Les embruns de la rosée, Édilivre, Paris, France 2013. Le triomphe des chimères, Édilivre, Paris, France 2014. Le Irak, une révolution joyeuse, Bahaïdine, édition Constantine 2019. L'impopulaire, Tafa édition Béjaïa, 2020. Exergue. Les batailles qu'on perd sont celles auxquelles on ne prend pas part. J'ai été pour lui ce père qu'il n'a pas eu. Ouari Boumedienne. Avertissement. Tous ces Algériens qui ont aujourd'hui mon âge ou même un peu plus, et qui ont eu à s'abreuver, en guise de ressourcement à la seule source de l'histoire officielle du pays, vont certainement se demander pourquoi une telle comparaison entre d'un côté Feu Ouari Boumedienne et de l'autre Abdelaziz Bouteflika. Mais à bien réfléchir sur les origines de ce système algérien, propre à Ouari Boumedienne dont a finalement hérité, au prix de quelle ruse, l'heureux Abdelaziz Bouteflika, ils remonteront forcément jusqu'aux origines de ce régime. Régime dont le premier cité s'est évertué à nous miroiter tout juste le bon côté de son image qui emballe et séduit, alors que le second nommé, c'est lui, plutôt chargé de nous en exhiber toutes ses nombreuses tares et autres mauvais aspects. Plutôt que de probablement, à la hâte, m'en vouloir au sujet d'un parallèle pourtant esquissé en toute sincérité, transparence et objectivité, ils feront mieux de consulter les livres d'histoire de l'Algérie. Ils s'imprégneront de ces œuvres de sommité mondiale relatives à cette noble discipline, laquelle dispose, à ne plus jamais en douter, de la faculté de rattraper tout son monde et de le confondre avec ses actes, faits et méfaits, à des étapes souvent très importantes de la vie de l'humanité. En appui à ces plumes de renom qui ont marqué de leur sceau et empreinte le monde contemporain et par-delà leurs écrits, l'histoire des grandes révolutions du XXe siècle, dont notamment celle de l'Algérie, il est de nos jours devenu assez aisé, à la faveur de ouverture du champ politique que consacrait, à une époque donnée la Constitution du 23 février 1989, de consulter les mémoires des artisans de cette même révolution, que confortent fort justement leurs témoignages personnels, autrefois recueillis de vive voix pour être ensuite traduits en pièces à conviction et écrits noir sur blanc. C'est dans la perspective de s'y investir, animés du souci permanent de leur recoupement, opéré déjà à la base avec la plutôt faible matrice de l'histoire officielle, comparé autant avec les écrits académiques des observateurs internationaux de la scène politique mondiale qu'avec le contenu, souvent très consistant des acteurs de ces mémoires de la révolution algérienne, que se dégagent en filigrane, en effet, des pistes de réflexion pour parvenir à dénouer écheveau de la nature de ce pouvoir encore en place, et des événements clés qui ont jalonné près de 8 longues années de lutte du peuple algérien dans son long combat pour le recouvrement de l'indépendance du pays et de sa liberté. L'approche systémique adoptée dans l'étude de ces portraits croisés s'intéresse de ce fait donc, autant aux origines de ce régime qui a enfanté le monstre de l'autocratie, chevillé à ses nombreux corollaires, qu'aux principaux acteurs eux-mêmes qui ont eu la lourde charge de le perpétuer sur toute cette très longue période de leur gouvernance du pays, s'étalant tout au long d'un demi-siècle d'existence. À l'évidence, l'ambitieux ne s'arrête finalement pas seulement aux limites du coup d'éclat du système lorsque son parrain est plutôt convaincu que celui-ci est à la base bien réussi. L'obsession incontrôlée de la domination prend alors le relais,
pour dès lors faire dans la dimension démesurée et devenir à terme, manifestement encore plus forte que la raison. L'homme cherchait à ce que son nom soit confondu avec la nature même de ce régime. Depuis lors, il aura gagné démesurément en confiance. Il lui semblait être le seul pressenti pour devenir son unique maître à bord. Il ne pouvait manifestement se sentir bien autrement. Car, se croyant être le mieux placé pour mesurer à quel point il doit ruser, et plutôt que de raison pousser son ego à l'excès, afin de durablement s'installer sur la haute pyramide du pouvoir. L'appétit venant en mangeant, il s'est donc laissé convaincre avec le temps à l'idée de ne guère s'en dessaisir. Et pourquoi pas ne jamais depuis penser qu'arrive pour lui ce jour fatal de s'en déchoir. De s'en séparer à l'amiable, ou encore en de bons amis. Tel était le caractère tenace et énigmatique de Wari Boumedienne, le fondateur du régime. C'est sa si étrange maladie qui eut finalement raison de son règne, lequel règne durera 13 ans de pénibles épreuves pour une aussi jeune république et un aussi vaillant peuple qui venait lui, tout juste de se libérer d'une longue nuit coloniale à laquelle il a pourtant sacrifié ce qu'il avait de meilleur et de plus cher. C'est dans le mirage de cette image de l'homme d'État sacré, que son règne s'efforçait de lui consacrer, qu'il s'est toujours réfugié pour en faire justement le bastion de son pouvoir et se permettre après de mener le pays et son peuple sous la bannière de ses seules vérités. Celle-ci n'acceptait en revanche ni débat utile et sérieux, ni l'idée de leur remise en cause argument à l'appui. Le mirage de l'image peut-il à lui seul supplanter toute la magie des écrits pourtant justes, probants et surtout les plus édifiants de l'univers ? Il devient donc inutile de chercher tant après l'argumentaire, car le résultat saute aux yeux, très sûr de sa netteté et justesse. Puisque l'image, au demeurant à dessein savamment miroité, avait déjà son emprise sur une mentalité encore paysanne d'un peuple qui avait longtemps souffert de la colonie française. Depuis l'ère du fondateur de son régime, le pouvoir algérien a toujours été conçu de cette manière. Interprété à travers ce seul code et unique moule. Et tous les présidents qui eurent à lui succéder étaient obligés de lui manifestement ressembler. De le copier à la perfection, si possible. Du moins, de s'y identifier en quelque sorte dans leur façon de gérer les affaires du pays, nonobstant le caractère propre à leurs clichés et personnalités. Le dernier de cette génération de novembre 1954 ne fut lui aussi, guère si différent de ses nombreux devanciers. Faut-il encore souligner qu'en tentant de singer Wari Boumedienne, Abdelaziz Bouteflika n'aura fait que beaucoup de mal au pays et au peuple algérien. Et bien évidemment, pire que tous ceux auxquels il avait succédé. Les conquêtes personnelles de ces deux présidents algériens, désignés dans ce titre évocateur qui insinue à leur règne par cette formule, le père et le fils, traduisent en fait leur ego souvent démesuré, que couve une autocratie autocentrée. Ils le réalisent bien mieux que leur soif si pesante de s'emparer du Koursi ne l'a réellement fait au profit de la satisfaction de la volonté de la nation algérienne, à l'évidence perçue à travers ses élus à la magistrature suprême du pays. Et c'est à travers leur conquête ou leurs abandons du rôle présidentiel qui leur avait alors été échu, d'une façon comme d'une autre, que leur règne est dans cet ouvrage analysé et décortiqué à l'envi, dans cette esquisse comparative, au vu de la manière dont ils l'auront, le pouvoir, individuellement exercé et des conséquences positives ou négatives qui en ont tout naturellement découlé. Il en est résulté dans cette même approche, cette impossibilité de dissocier l'histoire de ces deux présidents de l'histoire même la plus générale, celle propre à toute la nation algérienne, par souci de faire dans le détail, sans jamais pour autant occulter le cadre et le contexte au sein desquels ils auront évolué pour exercer leur pouvoir. Celle-ci, l'approche, ne prétend guère se substituer aux érudits historiens et autres éminents professeurs des sciences sociales, tous intéressés au développement des événements de notre histoire contemporaine pour justement très convenablement les expliquer, chacun selon le volet spécifique relevant de sa seule spécialité. Tout comme son auteur ne cherche nullement à s'approprier cette qualité dont il en est, à plus forte raison fort dépourvu, dès lors qu'il s'est consacré à en restituer tout juste l'image plutôt visible ou supposée comme telle de leurs portraits croisés, ainsi que les réelles répercussions de leurs actes de gestion sur la scène politique nationale et internationale. Un grand nombre d'ouvrages de référence ont été, pour ce faire, consultés dans la confection de ce titre qui met face à face Wari Boumedienne et Abdelaziz Bouteflika.
autant dans tout ce qui les situe, divise, sépare et différencie l'un de l'autre que dans tout ce qui encore manifestement les catalogue, rapproche, rassemble, assemble et les lie entre eux, à eux-mêmes et à leur but commun, au plus fort de leurs réactions intempestives, génie personnel et autres clichés singuliers de leur péché mignon. Le très large éventail de cette bien fournie banque de données n'exclut cependant guère de son champ d'exploitation ni les articles journalistiques, ni les reportages de magazines politiques, ni encore moins les livres pamphlets écrits à leur sujet, ni même les essais consistants et aux empreintes indélébiles de nos grands historiens faits à propos de leurs règnes respectifs, au demeurant assez longs. Le titre de cet ouvrage a été fortement inspiré par une citation qui préfigure son liminaire ainsi que le long règne d'un système politique, à présent en phase de décomposition, mais encore et toujours aux commandes du pays, objet lui aussi de son analyse en arrière-plan. Au fait, Houari Boumedienne n'a-t-il pas au plus profond de son intime conviction avoué à propos d'Abdelaziz Bouteflika qu'il était pour lui ce père qu'il n'a pas eu dans son enfance ? À Moscou, sur son lit d'hôpital, Houari Boumedienne avait mis dans ses confidences son ministre Ahmed Taleb El-Ibrahimi au sujet de ce qui, en dehors de la fonction étatique, lie et scelle durablement l'amitié entre le président à son ministre des Affaires étrangères de l'époque. Aussi, le titre en question ne se fait nullement un écho en rapport avec un quelconque lien filial ou biologique entre les deux présidents. Le père y désigne, au titre stricto sensu ou à caractère exclusif, le fondateur du système resté en place même après sa mort. Quant au fils, il est le symbole parfait de l'heureux héritier qui ne sut bien malheureusement lui assurer sa pérennité. Il fait surtout référence à celui qui a trimé dur pour donner avec ses tripes, vie à ce même système, connu alors et encore même à ce jour, pour être son vrai parrain. Et ensuite, à celui qu'il a hérité à l'ombre des efforts consentis par son créateur, via la force de la ruse politique, pour bien malheureusement, au regard des deux hommes et même du système qui les a enfantés, être à l'origine de son inéluctable chute et inévitable fin. L'un et l'autre avaient, chacun à sa manière, à un intervalle de temps plutôt assez important, goûté aux joutes du statut fort relevé de président de la République dans des conditions qui lui sont propres, sinon jugées comme très particulières. Ce père et ce fils sont en fait ceux propres à une même famille politique, si chère au parti unique, viscéralement accrochée à un système foncièrement autocratique, celui appliqué à conforter un règne sans partage, éclaté en demi-temps, avec au milieu une pause citron qui a beaucoup duré dans le temps de leur long intervalle, mais aussi si chevillé à ce clan d'Oujda qui a pris le pouvoir par la force des armes au lendemain de l'indépendance du pays. Mais comment donc devient-on président de la République en Algérie ? À vrai dire, nul ne le sait. Dans l'histoire du pouvoir en Algérie, il est des questions comme celle-ci, qui n'ont inévitablement pas de réponse. Comment devenir président ? Y figure-t-elle en bonne place ? Comment ne plus l'être ? Reste aussi cette autre question, elle aussi à ce jour sans réponse. À cette très haute fonction étatique, nul ne sait comment il y arrive ni encore moins comment il en est illico presto viré, vite dégagé, brusquement éjecté et très violemment évincé, sinon parfois très diplomatiquement remercié. L'arrivée comme le départ ne doivent rien à la volonté de l'homme, ni même à celle d'une quelconque démocratie. Un vrai mystère, où la chance et le hasard conjugués à eux-mêmes et aux forces occultes du pouvoir de l'ombre défient tous les calculs les plus drastiques du voyeurisme politique. Il n'existe pas une tradition figée dans le temps, en dépit des lois du pays auxquelles on se réfère rarement en pareilles circonstances, qui dicte la manière solennelle avec laquelle on met le pied à l'étrier en se hissant en haut de ce prestigieux podium pour au passage, en guise de raillerie envers le peuple, ne rien devoir à celui-ci. Ni encore à cette démocratie qu'on chante pourtant à coups de refrains souverains, ni même un quelconque intérêt accordé aux résultats des urnes, toujours ignorés à leur triste sort, pour au final se moquer complètement des voix des électeurs. La seule tradition qui a longtemps fait son temps pour ne jamais songer s'effacer du champ politique, et permettre aussi à ces hommes de prendre leur retraite est celle de ce pouvoir de l'ombre qui ne s'encombre guère de sa potion magique qui consiste à ne faire qu'à sa tête, tout le temps coiffé de sa haute casquette, levée bien haut dans la voûte céleste. Dans une révolution, une image peut valoir 1000 mots. La mémoire de l'histoire du pays foisonne de ces images éternelles, qui ont toujours fait toute sa grandeur. Le peuple algérien à qui le monde loue pourtant toute cette haute bravoure pour avoir, à l'épreuve des temps durs et avec grand-peine,
surréaliser l'une des meilleures révolutions du monde contemporain, est-il si étrangement devenu cette monture politique qui ne choisit plus jamais de son propre gré son fétiche cavalier? A-t-on, à ce sujet et dans ce court intervalle de temps de l'histoire, déjà complètement oublié la très célèbre déclaration de Georges Clemenceau, à travers laquelle il s'exprimait : « La République ne peut périr, si tous les citoyens restent debout pour la défendre quand on voudra l'attaquer. » Le culte du mythe, une réalité algérienne. Pour une gouvernance qui n'éprouve aucune gêne à accaparer à son propre compte toute une aussi grande révolution et sa légendaire histoire, faire dans la savante ruse et dans la toute osée esbrouffe ne peut que définitivement consacrer le culte du mythe, à dessein projeté. Il ne restera après, à l'effet de finaliser le puzzle considéré, que de faire le bon choix dans la stratégie du leurre qui permet d'élever un personnage apparemment jouissant d'une supposée aura, en un désormais véritable héros de la nation. Les pratiques politiques algériennes auront toujours su comment recourir sans vergogne à cette drôle façon de gouverner le pays. Celle-ci se trouve être sous-tendue par une savante technique puisée au sein de ses officines de l'ombre, permettant en effet à la gouvernance du système algérien de créer l'événement politique, plutôt que d'avoir à finalement le subir dans sa propre chair. Faute d'avoir justement osé le défier, ou tout simplement le titiller. Viendra ensuite graviter autour de ce noyau dur de réflexion et d'action toute une chier de considérations, souvent improvisées à la hâte, qui feront le lit à l'idée d'embarquer le peuple à bord de ce radeau politique qui le mènera dans son long cours sans vergogne, ni même la moindre difficulté au port d'échouage projeté par cette même gouvernance de l'ombre. Ainsi aura donc toujours fonctionné l'étude de prospective politique algérienne, en haut lieu de la gouvernance du pays. Aussi, l'origine d'une telle approche de jouer au rôle de tuteur, veillant sur les intérêts d'un peuple mineur, ne date elle aussi guère de l'ère des toutes premières années de l'indépendance de l'Algérie. Mais plutôt bien avant. Le conflit ouvert entre l'armée des frontières et le gouvernement provisoire algérien, GPRA, en apporte déjà un début de solution. L'effet de singer l'histoire égyptienne à distance et en léger décalage dans le temps, naît elle aussi, d'un esprit de zaïm en devenir ou en formation, pour faire dans l'identique histoire, mais à l'algérienne, autrefois à travers le truchement du tout jeune Boumedienne, résume cette pensée de fer typiquement arabe. L'autre colonel, Mouammar el-Kadhafi, n'aura lui aussi rien inventé en suivant ses aînés à la lettre pour faire dans ce trio, formé également de Djamel Abdenassé et Ouari Boumedienne. Le mode de gouvernance de la seconde moitié du siècle dernier dictait ainsi ses lois, faisant fi des aspirations légitimes des peuples. Ce fut à l'aune de la gouvernance de l'Égypte par Mohamed Najib que naquit presque du néant ce nouveau zaïm arabe nommé Djamel Abdenassé. Juste une décennie plus tard, Ouari Boumedienne en profitera pour intelligemment reproduire, en Algérie, ce même scénario égyptien, réussissant au passage à renverser son prédécesseur, coopté pour les besoins de la même cause, une poignée de mois auparavant. Tout le reste de ce qui pouvait suivre ou même advenir comme raisonnement, se situe dans le très logique prolongement de cette pensée unique et gouvernance autoritariste. Depuis lors, le mythe comme système gouvernance est donc entré dans les mœurs de nos dirigeants politiques. Il en restera d'ailleurs, et pour toujours, bien ancré dans les traditions des us politiques du pays. L'ère de Ouari Boumedienne a charrié son mythe, incarné par la seule personne du maître de l'œuvre. Celle de Chadli Ben-Jedid l'en était plutôt bien moins, à cause de son manque de charisme, absence de grande carrure, insuffisance d'envergure, mais aussi une peu faible stature. N'empêche qu'on s'efforçait de lui inventer, lui aussi ici et là, quelques prouesses utiles pour meubler le temps, ou encore pour bien habiller le mannequin proposé qu'on présentait au public. À leurs successeurs, on ne manquera pas de leur trouver, à eux également, de très surprenants qualificatifs de supermen, en rapport avec l'actualité du moment à inventer ou à au besoin deviner. Plus tard, on reportera sans compter au profit du tout dernier à l'époque encore en poste, tous ces nombreux attributs et non moins majestueux qualificatifs, à l'effet d'éviter de faire dans la pure forme des révélations, des compliments et autres louanges et ovations de cour pour le moins assez trompeuses ou bien flatteuses. On s'attachera à en faire un demi-dieu sinon un vrai roi, même aux dépens du risque de ne pouvoir lui procurer la moindre couronne. Persuadé qu'on agit pour le compte d'une supposée république,
On pousse plus loin le bouchon et appuie sur le champignon jusqu'à en faire dans l'identique de ce qui se passe réellement au sein d'un vrai royaume. On le cajolera au point de lui inventer les plus prestigieuses qualités humaines, les plus grands itinéraires politiques, et les plus lumineuses idées et autres savantes doctrines qui pèsent énormément sur le devenir de la vie citoyenne. On lui louera tous les exploits imaginaires, afin de le montrer dans la posture de ce personnage surhumain qui dispose de beaucoup de droits sur tout le reste de l'humanité. Afin de profiter du culte du mythe, on lui sculptera le buste de son relief physique, orné de tous les possibles superlatifs, ceux apparents comme ceux invisibles ou non apparents. On lui façonnera une aura, à la mesure de la dimension démesurée du grand mensonge coopté pour l'occasion, de manière à lui trouver des ailes qui le feront planer très haut dans le ciel. On s'attardera en revanche bien longuement à durablement clouer au pilori tous ceux qui tenteront un tantinet de le démasquer, de le dévisager, de le dénigrer, de le critiquer, de le dénoncer, de le défoncer, de le défausser. Sinon combattre tout naturellement celui tenté de le ramener à la raison, et à sa juste valeur ou modeste proportion. On lui louera tous les mérites à faire aussi bien que tous les grands génies du monde de la science et autres nouvelles connaissances, mais aussi à avoir la bonne et instantanée réplique, toujours jaillissante au bout des lèvres, afin d'impressionner avec, et du premier coup ou mot déballé, tous ses détracteurs, nombreux adversaires ou même certaines personnalités fort distinguées de sa plus haute cour et du monde de la politique de notre vaste univers. On se vantera plus tard, aussi longtemps que Dieu nous prêtera encore vie, à tenter d'appartenir de près ou même de loin à cette très relevée proximité sinon bien distinguée souche de cette crème de population qui vit dans le pourtour immédiat de la très haute cour du pouvoir. On se fera un énorme plaisir de le défendre, sans même qu'il le sache ou en exprime un quelconque besoin en la matière, à toutes les occasions et en dehors de celles-ci, faisant nous-mêmes office d'un avocat commis de droit ou désigné d'office et bien gratuitement, pour lui venir en aide à tout moment, tout juste pour prouver notre supposée proximité avec le cercle restreint de ce pouvoir longtemps en place. On se dépêchera de trouver à la place de l'intéressé, parfois sans même lui demander la moindre permission à ce sujet, les réponses que nous supposons être les siennes, sinon les mieux appropriées ou les tout indiquées, dans ce souci permanent de faire dans ce détail qui nous tient comme proche de la sphère de la gouvernance du pays. On lui prêtera tous les attributs dont doit s'enorgueillir ou se prévaloir le plus grand seigneur de toute l'humanité, combinant à satiété les vertus les plus nobles, avec les exploits les plus invraisemblables dans le seul but de le présenter dans l'habit du grand héros, le plus fort de tous, mais aussi dans le statut de la personnalité la plus respectée de ce monde ici-bas. Sans être mandaté pour le faire, on lui tracera le meilleur portrait pour lui faire porter le plus beau costume du monde, peaufinant dans la foulée et non sans grande difficulté tous ses traits physiques et aspects caractériels, afin d'en faire le toujours jeune et plus grand charmeur des foules dont le verbe séduit et le geste guérit, bien mieux que ne peuvent le faire dans leurs missions respectives autant le troubadour que le vrai médecin. Dans la périphérie de la haute cour du pouvoir, et plus loin encore, tout le monde a désormais bien compris que soigner l'image du grand chef implique nécessairement cette faculté de disposer en retour d'autant de dividendes et de retombées positives à éventuellement comptabiliser ou immédiatement engranger, nés de cette seule manière d'oser pour le moins assez opportuniste et en revanche peu risquée. Faire dans le culte du mythe ou de la personnalité est donc devenu cette autre réalité algérienne qui passe outre les bonnes valeurs communautaires et culture sociétale ancestrale, faisant prévaloir l'aspect purement mercantile au détriment de toute autre considération d'essence et de consistance morale, d'où d'ailleurs ces soumissions sans condition et cette frénésie à faire dans la totale hypocrisie. Dans une société aussi pervertie comme la nôtre où la bonne morale fout désormais le camp, il n'y a guère de place que pour ces nouvelles pratiques sociétales, qui se moquent le plus royalement du monde de tout ce qui a trait à la dignité humaine, à la sincérité de l'acte et de la parole de l'être, ni même d'ailleurs à cette démocratie tant espérée et longtemps attendue, mais qui risque d'être toujours hors de portée du peuple algérien. Après moult hésitations et vains atermoiements, le système ne capitule guère, en dépit du manque de solution à cette grave crise qu'il a lui-même créée et longtemps entretenue. Désormais il s'installe dans le confort de son déni. Mieux encore, en tournant le dos à la crise, il nie même l'existence de cette impasse où il vient de fourvoyer tout son monde. Dans la vie politique moderne,
la pilosité faciale est à tort considérée comme une faute de goût. Les premiers à la fustiger sont ces hommes au visage glabre qui les placent à mi-chemin entre les fainéants dont la barbe sauvage leur dévore le visage, et ceux toujours rasés de frais qui tentent de revenir en vain à leur peau de lait. Ils représentent cette couleur passe-partout du gris qui oscille à son aise entre le tout blanc et le très sombre. La faute n'incombe-t-elle pas à Alexandre le Grand, lui pour qui le visage imberbe symbolisait l'incarnation de la conquête, la fougue et la beauté de sa jeunesse, qui le renvoie s'inédier à ses 20 printemps? En politique, science du mensonge par excellence, cette opportunité est élevée au rang d'une position privilégiée. Sinon à un rang bien stratégique. Car elle permet à l'individu prolixe d'avoir un pied ici et un autre là-bas, mais aussi d'être en même temps ami avec celui-ci et celui-là, sans jamais faire de mécontents ou de susciter une quelconque adversité. Affolés par les abysses qu'ils ont créés et longtemps niés, ces insubmersibles de la pensée unique se proposent-ils, faute de mieux, en alternative à leur propre régime qui a pourtant ruiné le pays. Ces spécialistes de la langue de bois qui ne carburent que par le détournement de la rente, espèrent-ils encore plus que de raison s'accrocher au pouvoir? Ne voulaient-ils pas se prévaloir du titre de ces grands érudits devant l'Éternel? La jacquerie des va-nu-pieds ne suscitait à l'époque que mépris de la bande spoliatrice des richesses du pays. Ici et là, on ignorait le cri de la rue. Jusqu'à oublier carrément ses revendications. Les Algériens étaient pris pour des glands. Jusqu'à ce que le peuple entrât en dissidence. Trouver des clients pour sa camelote. C'est ce que le pouvoir a toujours tenté de faire pour leurrer le peuple au sujet de sa démocratie participative. Tel un charlatan qui refourgue ses insipidités et ses délires sur un trottoir, le pouvoir s'adressait à sa convenance à ses pauvres administrés dans la seule langue de bois. Une esquisse à travers les coulisses. Du père fondateur au fils heureux héritier du régime, l'Algérie aura vécu son terrible enfer post-indépendance, au sortir d'une guerre de libération atroce et très sanglante qui fait déjà école dans l'histoire contemporaine. L'euphorie d'une indépendance chèrement acquise aura été malheureusement de très courte durée, plutôt des plus brèves, un peu éphémères tout de même. Au regard justement des grands sacrifices qui lui étaient consentis. La fête restait si étrangement incomplète. Car le plaisir du peuple de disposer pleinement de sa liberté, au sens plein et surtout bien mesuré du terme, demeurait encore inachevé. Le territoire enfin libéré, il restait cette indispensable liberté de l'homme à recouvrer. Et tout le fond du problème de l'Algérie tourne aujourd'hui autour de cette question si essentielle à, au plus vite élucider. Mais qui est vraiment ce père et qui est aussi ce fils, les deux associés au titre de notre essai? Et pourquoi donc cette phrase qui figure en bonne place dans le luminaire de l'ouvrage, fait-elle justement référence à l'un bien plus qu'elle ne le fasse encore au profit de l'autre? À vrai dire, le père dont il est fait référence n'est guère celui au sens biologique du fils en question. Il est tout autre. En somme, le lien entre l'un et l'autre est propre au système politique algérien dont il est utile d'en connaître avec toute la précision voulue ses aspects non apparents d'où tire son essence la façade politique à travers laquelle il est perçu. Il est plutôt celui spirituel, ce père pris pour un très sérieux idéal. Un vrai modèle. Mais ce fils-là a-t-il été façonné à l'identique de son propre père, intelligemment singé par ailleurs dans tout ce qu'il détient comme qualité ou encore singularité? Ce rejeton à qui la moutarde montait si souvent au nez, n'a-t-il pas été au moins une seule fois dans sa vie, tenté par le possible sacrifice de son tuteur légal sur l'autel de sa propre promotion et éventuelle ascension? Ce fils-là a-t-il pu mieux faire que ce père en question pris pour son idéal ou modèle du genre? Dans le cas qui nous intéresse, autant le père que le fils sont des tyrans. Mais chacun d'eux l'a été à sa manière et propre époque. Et si le premier n'a régné que durant 13 ans, 1965 à 1978, le second était plutôt resté 20 longues années durant, 1999 à 2019, sans pourtant en être le moins du monde rassasié. Seule la mort subite et très soudaine, montée sur ses grands chevaux, a mis fin au règne sans partage du premier. Et seul le mouvement flamboyant, imprévu mais salutaire d'une rue surexcitée et très enflammée a pu déchoir le second de son perchoir, en dépit de son sérieux handicap physique, dans un ras-le-bol généralisé qui continue d'occuper à un intervalle cyclique la scène politique nationale.
Ce fils-là qui espérait de tout cœur succéder à son père spirituel, consécutivement à son décès, en a été, selon ses propres termes, inélégamment empêché par les militaires pour ensuite connaître sa longue traversée de désert, évaluée à 2 décennies d'escapade. Il ne put malheureusement réaliser son rêve que 20 ans plus tard, et pour y rester une période de gouvernance d'une égale durée à son empêchement. Et ce sont finalement ces mêmes militaires d'autrefois qui lui tendirent, chose tout de même assez étrange, paradoxalement à nouveau la perche du pouvoir. Qu'y a-t-il de changé dans leur esprit pourtant plombé et très obtus raisonnement pour qu'ils se renient, se débinent et se résignent à faire du maudit d'hier, ce désormais prétendu sauveur attitré d'aujourd'hui d'une situation au bord de l'explosion? C'est donc à travers des énigmes enchevêtrées et très difficiles puzzles à élucider, longtemps tues à dessein ou savamment maquillées pour les besoins de la supercherie envisagée, par stratégie de défense d'un pouvoir de l'ombre autrefois très puissant devenu plutôt agonisant, dont le temps commence à en ôter le masque du voile compact que la succession, empêchée une première fois, eut finalement lieu dans un contexte autrement plus complexe et des plus menaçants pour la vie du système en place. Fatigué par l'errance de son exil choisi, ou de sa longue traversée du désert, l'empêché de 1979 est si bizarrement repêché en 1999. Ce fut l'année de sa gloire. Et toutes les revanches lui sont, comme par enchantement, désormais permises. Tout particulièrement contre tous ceux qui étaient autrefois d'un avis contraire au sien, c'est-à-dire ceux qui voulaient empêcher que le fils succède à son père. Et même aussi contre ce maudit peuple qui, cette attitude jugée par lui, alors assez étrange, confiné dans un silence de traître, ou vraiment complice au lieu de lui prêter allégeance. Mais pourquoi donc l'empêcher, fut-il si spectaculairement repêché? Pourquoi l'ancien recalé a-t-il été installé manu militari au Grand Palais? Pourquoi alors retourner à celui dont la page de son histoire au Grand Palais a été depuis bel et bien tournée? Et pourquoi encore cette même page de gage fut-elle à nouveau d'actualité? Quels en sont alors les réels tenants et les vrais aboutissants? Trop de questions du même genre ou celles qui leur sont apparentées se bousculent aujourd'hui encore dans l'imaginaire du citoyen algérien au sujet du choix opéré au profit de ce moins mauvais de tous, admis, de nouveau, par la force de la ruse et de la combine du pouvoir de l'ombre, à suppléer la vacance d'une présidence, au lendemain d'une tragédie qui a failli envoyer à trépas la nation, pour que les anciens hommes du pouvoir restent encore et toujours en fonction. Ouari Boumedienne, ce fondateur du régime est un homme au moral d'acier. Une donnée que personne ne peut nier ou contester. Sans être ni un grand guerrier, ni même un homme de troupe formé au sein de... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.